Super. Allez, on enchaîne. Ça sera le début de l'année. Autant bien la commencer avec une comédie extraordinaire. Et ce sera tout simplement Odyssée. Odyssée, c'est qui a écrit l'Odyssée? C'est... Non, c'est Homère. C'est Homère. Alors, cette pièce s'appelle la conférence musicale. De conférence, il n'y a rien de musical, il y a beaucoup. Et il y a surtout beaucoup d'amusement. C'est une comédie extraordinaire. Cette pièce a été nommée au Molière. Alors, je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire de l'Odyssée, j'imagine. Les critiques ont dit que cette adaptation est explosive, déjantée, volontairement comique. Cette conférence musicale alterne moments de narration et de jeu à rythme effréné pour rire et s'instruire. L'année dernière, ce spectacle, on l'avait donné dans la programmation enfant, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle un tout public. C'est un 7-107 ans. Tout le monde y trouve son compte. Mais souvent, on se dit, oh, mais si les gens voient que c'est à partir de 7 ans, ils vont penser que c'est pour les enfants, et ils ne viendront pas. Erreur. Pourquoi? Premièrement, il y a en chacun de vous, quel que soit votre âge, encore un petit garçon, une petite fille, qui a envie de s'amuser et qui a envie de régression intelligente, puisque vous êtes des adultes intelligents. Et puis parce que le spectacle tient principalement sur l'inventivité, l'humour, le texte, la folie des comédiens. Voilà. Alors, quand je me suis aperçue en fait, que les parents riaient tellement à gorge de gueule, je me suis dit, ah non, mais je vais appeler les abonnés. Donc on a appelé plein d'abonnés qui sont venus voir le spectacle au milieu des enfants, et ça a été pour eux une expérience extraordinaire. Parce que ça, c'est une vraie cure de jouvence. Ils sont tellement merveilleux, ces enfants. Alors, évidemment, les adultes ils rient à certaines choses, les enfants rient à d'autres, mais le rire étant communicatif, tout le monde s'éclate du début à la fin. Voilà. Donc, j'espère que vous viendrez. Si vous n'avez pas d'enfants, vous venez tout seul, mais faites-vous plaisir. Ding dong! Bonjour! J'ai vu au Théâtre des Muses qu'on donne l'Odyssée et j'ai pensé que les enfants allaient bientôt l'étudier à l'école. Si vous voulez, je les emmène. Et alors là, vous gagnez des points avec vos voisins. Et là, vous pourrez faire toutes les fêtes que vous voulez. Ils ne trouveront plus rien à redire. Je compte sur vous, ce sera un réel investissement. Et on enchaîne avec les hommes du président. Vous savez que le président Macron fait régulièrement de belles sorties. Alors, savez-vous ce qu'il a dit dernièrement? Enfin, il y a un moment quand même, parce que le spectacle a eu beaucoup de succès, ils l'ont créé il y a un moment. Il a dit... Moi, j'improvise tout le temps et ça me réussit très bien. Il faudrait donc que les Français en fassent de même. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd de ces deux comédiens-là, qui sont mais vraiment des pros de l'improvisation. Et partant de ce concept, ils en ont fait un spectacle. Alors donc, interrogé sur le moral des Français, le président a eu cette révélation. Il confie donc à la commandante de la DGSE, assistée d'un certain Ducci, la mission d'aller à la rencontre des Français, et même des frontaliers, pour leur remonter le moral, grâce aux vertus ludiques et humanistes de l'improvisation théâtrale. Alors je vous avertis, le public aura lui aussi son rôle à jouer pour participer non seulement au sauvetage de la France, mais aussi de la principauté. Voici quelques images. Le président qui n'est jamais à court d'idées. Jamais. Et qui est un grand fan d'improvisation, dans tous les domaines, s'est dit, mais alors, pourquoi pas l'improvisation théâtrale pour remonter le moral des Français? Et oui, pourquoi pas? Pour cette première improvisation, nous devons jouer avec une jeune femme. Allez en prendre une. Ajanka, pourquoi une jeune? Parce qu'une vieille, c'est fragile. Allez, on l'applaudit, on l'encourage. Opéra. Merci. Non, vous ne trouverez pas de 33 tours de joule ici. C'est parce que vous... Viens avec ça maintenant, hein.
pas dit. Et avant de me dire oui devant le curé, tu te souviens ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit, t'es comme le H de Hawaï, tu ne sers à rien. De toute façon qu'on a tous se barrer, vous comprenez? Moi, j'aurais pas fait comme ça. Oui, N'en faites pas plus, vous pointez très bien. Ne réfléchissez pas. Non. Improvisez. Moi j'ai envie de dire, ne réfléchissez pas, abonnez-vous. Alors, en fait, vous pourrez venir voir le spectacle tous les soirs, parce que bien évidemment, ce n'est jamais le même. Alors, bien évidemment, la construction, le canevas, comme on dit, est le même, mais tout se fait véritablement sur l'instant. C'est littéralement bluffant. Comment est-ce qu'ils sont entraînés, mais comme des athlètes, leur cerveau, pour en toute situation, arriver à sortir le bon mot d'esprit, arriver à souligner la situation comique, c'est vraiment remarquable. Moi, je suis bas. Voilà. On enchaîne avec toutes les choses géniales, parce que la vie est une chose géniale, surtout quand on sait apprécier les petites choses. Alors, c'est une femme qui est déjà venue jouer un spectacle ici. Elle a vraiment beaucoup de charisme et beaucoup d'humanité. Et elle a trouvé ce texte qui se joue maintenant un peu partout dans le monde entier, parce que ça a été vraiment comme une traînée de poudre. Tout le monde a envie de voir ça, parce que c'est un spectacle vivant, enthousiasmant, tendre, profond. Vraiment comme une cure de vitamines. Donc pour redonner le coup de vivre à sa maman, une enfant ou un enfant de 7 ans commence à rédiger la liste de tout ce qui est génial dans le monde. Alors qu'est-ce qui est génial? Manger. C'est pas vous qui l'avez dit. Manger. Alors là on parle des glaces, on est tous d'accord. Les batailles d'eau, on est tous d'accord. Rester debout après l'heure habituelle et avoir le droit de regarder la télé. Et donc en abordant sur un ton léger le thème de la résilience, toutes les choses géniales, a conquis donc depuis 10 ans le cœur du public et de la critique internationale. Et puis, ce qui me touche aussi, c'est que de toute votre saison, ça sera le seul en scène. Mais de ce seul en scène, cette comédienne saura faire un tous en scène. Parce que nombre d'entre vous vont être appelés sur scène pour jouer des situations, et aussi de votre place, vous aurez, si vous l'acceptez bien évidemment, des choses à lancer comme ça, et ça sera justement ces choses géniales. Surtout profitez-en et venez en famille. Alors, on enchaîne maintenant avec une autre devinette. Quelqu'un pourrait-il me dire comment est-ce qu'on appelle ceci? Un tire-bouchon? Oui. Bon, un quoi, hein? Un grand Charles. Mais pourquoi un grand Charles? Mais alors, un grand Charles par rapport à qui? Effectivement, alors nous, on appelle ça un De Gaulle. D'abord parce qu'il a un képi. Et puis parce qu'il a vraiment des grands bras. Je veux bien que tu me le tiennes comme ça. Allez, voilà, tiens-le comme ça. Voilà, bien haut. Et comme ça, je peux vous faire le pitch avec le De Gaulle. Une nuit d'insomnie, en quête de réponse et d'inspiration, Emmanuel Macron, décidément c'est sa fête, se retrouve face au général de Gaulle. Très en verve, celui qui initia la Ve République, l'apostrophe. Aurait-il des réponses, des conseils, des remontrances peut-être? Alors, jeune homme, lève le bien haut. Alors, jeune homme, où en sommes-nous avec le destin de l'Hexagone? Le vaste monde, les Anglais, la Chine, les Américains et les Français. Leur avez-vous dit que vous les aviez compris? L'enjeu de ce conte voltairien, c'est bon, tu peux baisser maintenant, est de prendre la mesure de ce qui a changé en 50 ans. Et de savoir, c'est rien 50 ans, vous vous rendez compte, depuis que l'humanité est là, 50 ans, c'est rien du tout. Donc, qu'est-ce qui a
a changé en 50 ans et de savoir si le dialogue est encore possible entre notre présent et notre passé proche depuis avant la mondialisation et aujourd'hui, bien évidemment, le smartphone. L'auteur, Jean-Marie Besset, est un très grand auteur de théâtre qui a donné mais alors, des dizaines de pièces au Théâtre du Rond-Point. Donc c'était Jean-Michel Ribes qui s'en occupait. Il a été aussi directeur d'un CDN. C'est un homme vraiment très cultivé, très intéressant, vraiment un grand auteur dramatique. Et là, il a su s'entourer de 2 comédiens, mais vraiment, la ressemblance, moi, m'a coupé le souffle. Je suis restée complètement scotchée, que ce soit dans la gestuelle, dans le physique ou dans la voix. Et ce spectacle-là, eh bien évidemment, alors on raille, on se moque un petit peu, mais avec beaucoup de respect. Et moi, ça, je trouve que c'est important que les choses qu'on a à dire, on les dise, mais avec humour, parce que l'humour, c'est la politesse aussi du désespoir. Voilà, ça c'est Georges Feydeau qui l'a dit, j'adore. Voici quelques images. Alors chez vous, le jeune président. Mon général. Suétone dit de Jules César qu'il était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. Il a fini percé de coups de poignard et par son propre fils. Ma femme, c'est ce qu'il y a de mieux chez moi. Cela nous fait un point commun. Moi, j'ai eu la Première Guerre mondiale, j'ai eu la Seconde. Ensuite, j'ai dû régler les guerres de la décolonisation de nos territoires. Et vous? J'ai eu à faire face à une épidémie d'amplitude mondiale, hein. Un mouvement de révolte populaire. Une jacquerie. Hey, des gilets jaunes. Ils voulaient venir me chercher, ici. Vous cherchez ici. Fallait-il que vous les eussiez excités? Oui, je leur avais dit, si vous n'êtes pas content, venez me chercher. Non, c'était une phase malheureuse, hein. La cucaracha. Ah mais oui, c'est connu. Il faut fêter ça. Blanquette. C'est moi qui décide. Oh, un référendum et pourquoi pas une dissolution de l'Assemblée nationale tant que vous y êtes. Et pourquoi pas, il faut clarifier, Macron, clarifier. Alors, vous savez qu'à Paris, il y a le théâtre des 2 ânes, où les hommes politiques vraiment en prennent plein leur grade. Et donc voilà, ça sera un peu le théâtre des 2 ânes à Monaco, version théâtre des muses, c'est-à-dire quand même très très classe. La presse dit impossible de rester indifférent à cette pièce qui nous interroge sur le rapport au pouvoir et son exercice. L'humour sous-tend ces échanges imaginaires et on prend conscience de choses essentielles. Ils incarnent leur personnage avec justesse et se livrent à une joute oratoire, jubilatoire, excellent. Très bien trouvé, car on imagine une péto, 2 hommes et 2 mondes, 2 monstres s'affronter. Le public rit beaucoup, les brillants acteurs jouent avec un plaisir évident cette partition heureuse. Voilà, qu'on soit pour ou contre, vous passerez un moment merveilleux. Alors maintenant, on a beaucoup parlé d'hommes, merci beaucoup Méry, on a beaucoup parlé d'hommes, on va rééquilibrer avec le récit de la vie d'une très grande femme, une courtisane, figurez-vous. Elle s'appelle Liane de Pougy. Et elle est née donc en 1869, bon, elle a grandi, et puis elle s'est quand même posé la question. Elle s'est dit, mais comment gagner sa liberté de femme dans une société entièrement corsetée par les hommes, suscitant autant de fascination que de mépris. Cette courtisane, danseuse, écrivaine, géra sa galante carrière en femme d'affaires tout en croisant les grandes figures de la belle époque. Conjuguant volupté et cérébralité, cette scandaleuse nous entraîne dans le flot de champagne que fut son irrévérencieuse vie, faite de désobéissance morale, mais aussi d'engagement. Grâce à ce bouleversant hommage, découvrons cette icône de la belle époque tellement en avance sur son temps et peut-être même sur le nôtre. Il paraît qu'elle aurait inspiré
l'héroïne Manon Lescaut à l'abbé Prévost. Et en qualité de féministe, on peut aussi dire qu'elle fait penser à Olympe de Gouges. Ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'elle a fait comme le soleil. Elle est née à l'Est, et vraiment, elle est morte à l'Ouest. Je vous laisse découvrir le talent de cette immense comédienne. Je suis tellement fière de recevoir ici au Théâtre des Muses. Donc ça va beaucoup chanter, parce qu'ils ont décidé de faire leur bande-annonce comme ça. Il y a un pianiste qui l'accompagne, qui joue un peu avec elle, mais surtout, elle parle. Elle parle, elle dit un texte absolument sublime, et c'est une performance de comédienne, mais à vous couper le souffle. Voilà, je vous laisse avec elle. Avec un tout petit rien, de rien, les femmes obtiennent tout ce qui leur convient. N'est-ce pas, mesdames, avec leur tout petit moyen, elles savent troubler le sexe masculin, mine de rien, elles attrapent même les plus adroits, oh, croyez-moi, avec leur tout petit je ne sais quoi. Elles attrapent même les plus adroits, oh, croyez-moi, avec leur tout petit je ne sais quoi. Voilà. L'homme descend du singe, la femme des anges. Des actions, pas des mots. 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 En voilà un slogan. C'était celui des courageuses, des fières suffragettes de Londres en 1913. Alors là, deux comédiens nous proposent, grâce à un récit poignant, de partager le véritable combat de femmes insoumises et exceptionnelles, donc ces courageuses suffragettes. Sylvia, Émilie et Nora, trois amies déterminées à obtenir le droit de vote et l'émancipation des femmes, ont osé défier les normes de leur époque avec seulement leurs espoirs, leur joie et leur courage. Leur lutte s'est injustement heurtée à un gouvernement sourd à leurs revendications qui fit tout pour les ridiculiser et les faire taire en usant de répression et de violence. C'est ainsi qu'elles ont hélas découvert le prix à payer pour défendre leurs convictions. Les comédiens que vous allez voir sont déjà venus jouer ici. Alors, il y en avait surtout un sur scène, beau comme un dieu, talentueux, mais alors un dieu des planches. Il s'appelle Jimmy Domas et il avait joué Swing Isle. Vous vous souvenez le spectacle sur les jeunesses hitlériennes? Oui, il y avait vraiment de quoi tomber amoureux. On avait tout envie de le prendre dans les bras. Il est extraordinaire ce garçon. Dans cette pièce, il va jouer tous les rôles masculins, bien évidemment. Vous allez découvrir ces images et puis on se redira un petit mot à la fin. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity. Je suis Sylvia Madelton, suffragette de Londres. Ceci est le récit de notre lutte, de notre histoire. Et chaque histoire a son moment de drame. Et pour toi, Émilie, je tiendrai bon. Je continuerai à avancer, à me battre, à ne jamais baisser les bras. Toutes les deux, on a lutté avec nos sœurs, contre l'injustice et pour nos droits. En vertu de la loi, vous n'avez aucun statut légal en tant qu'individu. Les femmes sont biologiquement inaptes au vote, car leur cerveau pèse 140 grammes de moins. Les femmes sont très bien représentées par les hommes au Parlement. Voilà.
à partir en foule, mesdames. Il ne faut pas s'attendre à ce que vous, les femmes, puissiez réunir ce type de foule. On a marché dans les rues de Londres, on a manifesté, on a crié notre colère, notre indignation et nos rêves. On a subi la prison, la torture, l'humiliation, la violence, des moments où on a cru tout perdre. Mais on a serré les dents. Je les défie, je les fixe droit dans les yeux. Vous pouvez faire plier mon corps, mais pas ma cause, pas mon combat. Le temps est venu de voter et de faire entendre nos voix. Filles, mères, rebelles, suffragettes. Solidarity forever, for the union makes us strong. Est-ce que vous savez depuis quand les femmes ont le droit de voter? 44? Qui a dit 44? Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné d'invitation ici. Et oui, c'était le 21 avril 1944, figurez-vous. Ça m'a beaucoup étonné, mais c'est comme ça. Alors vous voyez comment on parlait de nous avant, 140 grammes de moins, le cerveau, il faut quand même l'entendre. Tout ça est vrai, tout ça est complètement vrai. Donc, au nom de ces femmes qui se sont battues, qui ont été torturées, qu'on a tuées, pour certaines, mais grâce à qui on a fini par obtenir le droit de vote, vous allez vous déplacer, ça sera du 6 au 9 mars, et on va partager un grand moment ensemble, d'autant plus que je vous rappelle que tous nos spectacles sont toujours suivis par des bords de scène extrêmement intéressants. Là, avec le metteur en scène qui sera aussi présent et qui a écrit la pièce, ça va être vraiment formidable. On enchaîne avec un spectacle musical parce que franchement on adore ça au Théâtre des Muses. Il a un nom merveilleux, il s'appelle Lou, L-O-U. Son nom de famille est Casa, Lou Casa, et il aime Barbara et Brel. Et après les avoir tellement enchantés, étudiés, ressentis, éprouvés, il nous dit que les chansons de Brel, en écho à celles de Barbara, résonnent de sensualités inattendues. Si leurs liens d'amitié, leurs histoires d'amants, d'amis, de deuil et de révolte y sont au cœur, l'humour et la folie aussi. Alors il y aura des bandes-sons, on entend la voix de l'un, la voix de l'autre, un petit peu comme dans le spectacle que vous avez tellement aimé l'année dernière sur Michel Berger. Sauf que là, ils sont deux. Tout ça se mêle aux influences musicales du trio Que des virtuoses qui seront sur scène. Et donc voici quelques images pour essayer de percevoir l'ambiance de ce grand spectacle qui est cette relecture intemporelle. Je me dirigeais le plus lentement possible vers la mer pour différer mon plaisir. Sur un monticule de sable, je déposais mon sac. Je me mis à penser à Jacques. Quand on me demande est-ce que vous aimez les hommes, je dis oui, je les aime, mais je suis sûr que je les aime beaucoup, vraiment. Mais ce n'est pas qu'il fût mort qui me révoltait le plus, mais qu'il ne vit plus ni la mer ni le ciel. À vous dire que si et que ça c'est pas permis. Et que ça, on met en écho des thèmes et des chansons de Barbara et de Brel qui ont abordé les mêmes thèmes de manière différente. Il fallait s'affranchir, c'était juste l'idée d'utiliser leur matière, leur art, et en gardant une distance, en s'affranchissant de ce qu'ils sont, puisqu'ils représentent des choses énormes aujourd'hui dans la culture populaire en France et ailleurs. Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. C'est un arrangement d'habitude qui est fait pour plutôt 1000 personnes. Mais comme vous le savez, c'est maintenant ça a été annulé. Donc merci de combler les manques. Un ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sera jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Il y a vraiment une mise en fil du spectacle. Il y a 3 chapitres, les histoires d'amants, ensuite les histoires d'amis, histoires d'amour pour des amis disparus. Lui, dans sa dernière bière, moi, dans mon brouillard. Lui, dans son corbillard, moi, dans mon désert. Et puis,
Enfin, des histoires plus engagées face au monde. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Voilà, on met en écho ces chansons. On est très heureux de ce que nous rencontrons avec les publics et nous espérons pouvoir continuer à partager ces œuvres. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Moi, je sais tous tes sortilèges, tu sais tous mes envoûtements. Tu m'as gardé de piège en piège. De toutes les évocations de Barbara, celle-ci est une des plus justes. C'est le monde qui a dit ça. Leurs arrangements piano, basse, orgue, percussions portés par la voix saisissante du chanteur nous ont conquis par leur intensité contemporaine, mais aussi par la délicatesse de leur interprétation. Ça, c'est Télérama. Ce loup est à ne pas louper, a dit le canard enchaîné. Si je vous dis Guy de Maupassant, vous me répondez? Oui. Bah, vous l'avez tous dit. Allez, vous avez droit à la boîte de bonbons que vous pouvez faire passer voilà, un peu partout, à gauche, à droite. Alors là, ce spectacle va vous permettre de prendre la mesure de ma folie. Pourtant, j'avais des bonnes notes en calcul mental. Mais il y a des choses où tout à coup, ouais, ça se bloque un peu. Figurez-vous qu'ils seront 9. Non. Si. Si. Ils seront 9 pour venir vous raconter ce roman absolument extraordinaire. Ce roman qui est d'une intemporalité, d'une vérité, mais tellement incroyable. Tant qu'il y aura des êtres humains, il y aura de beaux amis. Y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire? Tout le monde la connaît? Ah, merci madame, merci. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas pu la raconter. À la fin des années 1880, dans un Paris en pleine révolution industrielle, le journalisme et la politique s'entremêlent. Georges Duroy, surnommé aussi Bel Ami, est un jeune homme séduisant. Fils de paysans miséreux, en lutte pour s'extraire à la pauvreté, il sera utilisé par de nombreuses personnes pour leurs propres intérêts. 4 femmes puissantes le formeront et l'aideront dans sa conquête du pouvoir. Mais, sur le chemin de son ascension sociale, le manipulé Georges Duroy va devenir le manipulateur Bel-Ami et se montrera capable de tout. D'un cœur à l'autre, d'un lit à l'autre. Jusqu'où ira-t-il? Où s'arrêtera-t-il? Vous savez que pour monter dans la société, la promotion canapé a fait ses preuves. Voici ce talentueux comédien pour vous et rien que pour vous. Quand la caissière lui eut rendu la monnaie de sa pièce de 100 sous, Georges Duroy sortit du restaurant. Comme il portait beau par nature et par pose d'ancien sous-officier, il cambra sa taille, frisa sa moustache d'un geste militaire et familier et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et circulaire. Pourquoi n'essayerais-tu pas le journalisme? C'est que je n'ai jamais rien écrit. Oh, on commence, on essaye. Je pourrais t'engager à faire des démarches et des visites. Tu aurais au début 250 francs par mois et tes voitures payées. Ce métier va te plaire, j'en suis sûr. Tu vas rencontrer un tas de gens. Des ministres, des princes, des agents de police, des courtisanes. Et ton objectif sera de devenir l'intime et le confident du plus grand nombre possible. Nous deviendrons sans doute bons camarades. Voulez-vous? Regardez-moi bien en face. Je ne serai jamais votre maîtresse. Voyons, restez avec nous, monsieur Bel-Ami. Nous avons besoin de vous. Il ira loin, le gredin. Il ira loin.
ça n'existe pas. Un aussi petit théâtre, vous donnez un aussi extraordinaire spectacle avec 9 comédiens, à l'heure où les plus grandes salles ne vous donnent pratiquement plus qu'un comédien sur scène pour faire du stand-up. C'est-à-dire pour vous dire les blagues qu'ils ont entendues la veille sur Rire et Chanson, qui se passent les uns les autres. Ça n'existe plus, ça, vous comprenez? Et ces gens-là, mais je les admire, mais je les adore. J'ai envie de les embrasser tous sur la bouche, moi aussi. Parce que ça, ce sont des héros. Voilà des gens qui aiment le théâtre, et voilà qui leur consacrent leur vie comme moi. Allez, là, on va passer à encore vraiment un virage. Hein. Waouh, elle ne m'a rien dit. D'après l'histoire vraie de 2 sœurs qui étaient nées pour s'adorer, Aguerre et Alam. Ça se passe le 9 avril 2010 à 14h52, quartier Haute-Pierre à Strasbourg. Âgée de 30 ans, Alam succombe d'hémorragie interne, strangulation et noyade. Le meurtrier n'est autre que son mari, qui s'est défenestré après avoir commis le meurtre. Ce drame tragique aurait pu être évité, car Alam avait porté plainte à la veille de son meurtre pour des menaces de mort qui pesaient sur elle depuis des mois. Sa plainte n'a malheureusement pas pu être instruite et Alam est retournée entre les bras de son bourreau. Je vous laisse découvrir les images de cette très, très, très belle mise en scène. Bouge ton pouce et bouge ta tête. Si ta sœur est en danger, l'autre ira la protéger. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je te promets, je me souviens de rien. Ne m'en veux pas, hein? Je t'ai pas fait de mal au moins. Pourquoi t'aurais pu? Pourquoi tu m'as rien dit? J'aurais pu arrêter tout ça, j'aurais pu mettre fin à ton calvaire, tu le sais, alors pourquoi j'ai rien su? Je vais appeler ton cousin Stéphane et 2 amis à lui. Et ils veilleront en bas de l'immeuble pendant que tu discuteras avec lui. Pourquoi est-ce maintenant que vous portez plainte? Parce que c'est pas facile à faire comme démarche. Je l'entends bien, madame. Mais si vous aviez porté plainte plus tôt, nous aurions au moins pu constater les coups portés, ce qui aurait été une preuve irréfutable. Je jure, au nom de mon amour pour toi, justice te sera rendue, ma sœur. Je suis très émue parce que, évidemment, ça ne l'a pas ramenée, cette femme. Et le combat de cette sœur, qui a donc accusé l'État pour non-assistance à personne en danger. Ce combat qui a duré pendant 10 ans et qui, pour finir, a été une victoire pour la lutte contre les violences faites aux femmes, a bien évidemment été un grand pas. Parce qu'avant, on n'en parlait pas de toutes ces choses-là. Et depuis qu'il y a eu donc jurisprudence, grâce à ce procès, eh bien, les choses se sont quand même mises en branle. Et je voudrais remercier du fond du cœur l'association La VIP, qui fait un travail formidable en principauté. Donc c'est l'association de victimes d'infractions pénales. En France, il n'y a pas les budgets qu'on peut avoir, heureusement, à Monaco. Et donc, ce genre de choses arrive régulièrement. Des femmes qui se présentent, qui portent plainte. On ne peut pas instruire parce qu'il n'y a pas de coup porté. Ici, à Monaco, si vous entendez quelqu'un, laissez-lui la carte de la VIP, donnez, voilà. Parce que la VIP est capable, en fait, de mettre en branle des choses pour sécuriser les femmes qui sont battues, de manière à régler des situations. Voilà, elle gagne du temps, elle les aide. Et donc, cette association, pour faire un travail d'information, nous soutient par rapport au fait de vous donner ce spectacle.
Parce que bien évidemment, vous savez, la plupart des gens, quand je vais distribuer des tracts sur la place de la Condamine, puisque j'en suis quand même après là, 12 ans plus tard, souvent ils me disent « Ah non, mais moi, alors le théâtre, alors moi j'aime rire. Ah non, mais j'aime rire. J'ai juste envie de leur tordre le cou. » Mais je ne le fais pas. Je me dis peut-être qu'un jour il viendra une présentation de saison, et puis peut-être qu'un jour ils se laisseront attraper, et viendront voir des pièces pour rire. Et puis ils gagneront un quiz, on leur donnera une invitation, on les invitera pour venir voir un spectacle comme celui-là, et là ils vont comprendre qu'en fait ce sont ces spectacles-là qui sont les plus beaux et qui nous laissent des marques pour toute la vie. Ce n'est pas des marques qui font mal, des marques qui nous font du bien, des marques qui nous font plus forts, qui nous font meilleurs dans notre tête et dans notre vie, plus humains. C'est pas ça en fait le but de la vie, de devenir de plus en plus humain, de plus en plus intelligent, de plus en plus bon, généreux, profond, instruit. C'est pas ça le but de la vie? Bah oui, faut-il le rappeler. Voilà, donc là vraiment vous viendrez. Allez hop, virage à 180 degrés avec le spectacle que tout le monde va vouloir venir voir au Théâtre des Muses, et je vous avertis, ce sera réservé à nos abonnés. Ça s'appelle donc L'Heure des Assassins, et peut-être que le visuel de cette affiche vous rappelle d'autres spectacles. Ah oui, c'était Sherlock Holmes. Et vous vous souvenez plus des titres? Vous devez tous venir faire du théâtre pour apprendre des textes, entraîner la mémoire. Alors, le premier c'était... Non, le deuxième c'était... Le cercle de Whitechapel, c'était le premier. Et le deuxième, c'était Les Voyageurs du crime, qu'on est allé voir au Théâtre des Variétés. Je suis bien contente qu'ils aient accepté de revenir dans notre petit théâtre, quitte à ce qu'on ajoute des représentations supplémentaires comme on en a l'habitude. D'ailleurs, donc là, il y a déjà 2 représentations supplémentaires. Il y en aura une le dimanche 27 avril à 14h30 et aussi le samedi à 17h. Alors, ils ont une bande-annonce qui est tellement magnifique que je crois que je peux faire l'économie de vous présenter la pièce. La réussite est une chose étrange. Voyez-vous, ce soir, je signe mon retour triomphant en Angleterre. Tout le gratin de Londres sera là, et pourtant, il y aura bien un grand absent. Moi, Philippe Somerset. Vous ne me verrez pas, car ce soir, je vais mourir. Oh, détrompez-vous. Non, ça ne me fait pas plaisir du tout, ça n'était pas prévu. C'était une si belle soirée, si prometteuse. J'étais entouré de gens que j'aimais. Ma sœur chérie, Catherine. Hartford, mon bras droit. L'administrateur du théâtre, si loyal. Mon assistante de direction, si dévouée. Georges, le critique littéraire le plus engagé d'Angleterre. Et pourtant, mon meurtrier est forcément parmi eux. Alors qui m'a assassiné? Je trouverai, monsieur Somerset. Faites-moi confiance. Je trouverai. Merci, Doyle. Et si c'était vous? Et si c'était simplement mon heure? Voilà, je les remercie du fond du cœur d'accepter de revenir jouer dans notre petit théâtre parce que leur succès à Paris est une chose absolument incroyable. Ils sont appelés dans toute la France, ils jouent dans de très grands théâtres et ils acceptent par amitié parce qu'ils s'y sont engagés à venir ici. Et moi, ça me bluffe. Voilà, je suis complètement soufflée. Allez, on enchaîne avec encore beaucoup de suspense. Il y a une place à gagner. Si je vous dis Merteuil, vous me dites? Liaison dangereuse. Ah, mais c'est toi qui as gagné. Voilà, les liaisons dangereuses. De qui Choderlos de la Clos, absolument. Alors, si les liaisons dangereuses
amoureuse, qui est donc le roman épistolaire le plus célèbre, avait eu une suite, eh bien, ça aurait été Merteuil. Peut-être que M. Chauderlot de la Clos l'aurait écrit lui-même. 1799, en pleine forêt, un fiacre s'arrête devant un relais de chasse. Bien qu'elle soit maintenant un peu fanée, la sublime marquise de Merteuil en descend. Cela en surprendrait plus d'un, car il est de notoriété dans le beau monde que la célèbre intrigante s'est retirée depuis la mort du vicomte de Valmont, l'amour de sa vie, survenu 15 ans plus tôt. La curiosité provoquée par l'invitation de ce mystérieux rendez-vous aurait donc eu raison de ses résolutions. Et qui lui a écrit ce billet? Ses années d'exil l'auraient-elles adouci? Le temps aurait-il pensé ses blessures d'orgueil? Le piège qu'on lui tend anéantira-t-il la marquise? Ou bien réussira-t-elle encore une fois, grâce à son charme envoûtant, à tirer les ficelles du pouvoir vidéo? Ô femmes, approchez et venez m'entendre. Apprenez qu'on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. Qui diable pourrait bien vouloir s'entretenir avec une marquise fanée et recluse? Madame de Merteuil. Vous ne vous souvenez pas de moi? Vraiment? Nous y voilà. N'oubliez jamais que lorsqu'une femme combat une autre femme, l'issue est toujours fatale. Je m'en souviendrai, n'ayez crainte. Alors, si vous connaissez le livre, si vous avez vu le film, c'est parfait. Si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, parce que la pièce est tellement bien faite qu'en fait, elle ne cesse en fait de vous raconter l'histoire pour que vous la compreniez très bien. Cependant, mon conseil à moi, et ça ne sera que du plaisir sur encore du plaisir, eh bien, puisque c'est si facile aujourd'hui, ça sera de voir les films dont nous avons présenté les affiches. Moi, je commencerai par Valmont de Milos Forman, parce que c'est la version, on va dire, douce, humaine. Et puis ensuite, vous pourrez passer à la version plus dure de Stefan Frears. L'un et l'autre sont vraiment ravissants. Alors, on enchaîne encore avec de la très grande littérature. Quel est le prisonnier le plus célèbre? Masque de fer. Papillon. Ah non, Condor, c'est question. Edmond Dantès. Ben oui, parce que quand il était prisonnier, il n'était pas encore le comte de Monte Cristo. Alors, est-ce que je pourrais savoir combien de personnes dans la salle ont vu le film cet été? Ah, quand même pas mal. Mais je suis sûre que les autres, vous avez certainement vu d'autres versions. Ou bien vous aviez lu le livre. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pareil. C'est pas nécessaire du tout de connaître l'histoire pour participer à ce spectacle. Mais pour tout vous dire, j'ai vu le film cet été. Ah, ça m'a fait un bien fou juste après le Festival d'Avignon. Enfin m'asseoir dans une salle de spectacle avec de la climatisation qui marche. Et pendant 3 heures, ne pas me demander si j'allais prendre le spectacle ou pas. Ne pas me demander si ça allait vous plaire ou pas. Oh, c'était bon. Cependant, alors il y avait toutes ces envolées, ces paysages merveilleux, tout était beau, tout était bien restitué, vraiment c'était très bien. Mais, en sortant de là, quand même mon esprit critique a repris le dessus, et je me suis dit, mais ça m'a épaté, mais ça m'a pas forcément tant ému que ça. Et là, je me suis souvenu d'avoir vu, des années plus tôt, ce film. J'ai demandé à revoir la captation. Et là, magie, dans mon cerveau, tout s'est fait comme ça, pour quelque chose de parfait. Parce que le moment le plus humain, en fait, de tout le roman, c'est le moment où Edmond Dantès est en prison et qu'il rencontre l'abbé Faria. C'est là où vraiment l'humanité est célébrée dans ce qu'elle a de plus beau, dans leur échange, dans cette espèce de don que l'un va avoir pour l'autre, et combien l'autre est tellement important et une source de vie pour le plus ancien.
Alors, voilà, j'espère que comme moi, vous ferez ce petit travail. Je serai très heureuse en plus parce que, pour une fois, je n'aurai pas besoin de me prendre la tête pour reconstituer un décor. Il est là. Et quant aux comédiens, je crois qu'ils n'auront jamais la sensation de jouer autant dans un véritable cachot. Voilà. Les critiques sont vraiment très très bonnes. Tout comme je ne vous ai pas lu Merteuil tout à l'heure, mais c'était vraiment très très bien. Donc je vous attends très nombreux. Allez, on se dépêche. Si je vous fais... Pardon? Et c'est quoi la chanson? On ira tous au paradis, et comme on le sait, le paradis sur terre, c'est au théâtre des Muses. Et si je vous fais... Ouais, bravo! Et c'est ainsi que ce spectacle s'intitule Michel et Claude. Est-ce un duo ou un duel? Voici l'épopée Santiago et Talonnette de Paul Naref et Clo-Clo. Alors là, c'est véritablement ce qu'on appelle un spectacle de café-théâtre. Ça veut dire que c'est pas très sérieux. Parce que quand on prend le café, on a tendance à être un peu comme vous êtes ce soir, on va avoir des ce soir, comme ça. C'est vraiment le spectacle type de ce qu'on peut voir au théâtre du Café de la Gare, qui a vu bien évidemment les beaux jours du Splendide. Alors l'histoire, le prétexte de cette grande rigolade, on va dire, au sommet de leur gloire, Michel Polnareff et Claude François, ennemis jurés, se retrouvent coincés ensemble sur une scène sans issue. Un étrange coup de fil leur apprend l'ultimatum qui menace leur carrière et carrément leur vie. Ils n'ont d'autre choix que de collaborer pour former un duo de légende et créer en 1 heure le tube du siècle qui sauvera leur peau, bien évidemment, avec la collaboration du public. C'est la gloire ou l'oubli. Commence alors une épopée contre la montre qui propulse le public dans les années 70 grâce à cette comédie théâtrale aussi jouissive qu'électrique. Voilà, alors on chante, on rit énormément avec ce spectacle qui rend hommage dans les règles de l'art à ces deux grands artistes. Oui, c'est très intelligent parce que ça n'est pas présenté comme un biopic, mais pour autant, c'est très très bien documenté. Et donc, dans ce qu'ils se disent, on apprend plein de choses de leur vie. Voilà, et puis, quel bonheur pour moi de recevoir l'âme de Clo-Clo, parce que je dois vous le dire, avant Sacha Guitry, mon amour, quand j'étais comme ça, c'était Clo-Clo. Et bien justement, tiens, un amour peut en cacher un autre, et là je dois vous faire une confidence. Voilà, alors j'ai trouvé un article qui m'a tout expliqué. Quand le cortex préfrontal, qui est le système exécutif du cerveau, perd le contrôle sur le système de la récompense, la personne n'a plus de frein pour moduler sa recherche absolue du plaisir et son comportement de compensation devient un craquage de la volonté et du raisonnement. Vulgairement, c'est un petit peu ce qui se passe quand je passe devant le placard où est rangé le chocolat. C'est-à-dire que je le sais très bien, pas de sucre après 17h, le matin j'ai fait du sport, j'ai fait des abdominaux, je me suis juré que plus jamais je ne ferai des craquages parce que ça ne sert à rien d'appuyer sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Je me suis dit 6 fois, j'ai lu des livres, je sais tout ça. Pour autant, il y a des moments où mon cerveau, juste avant de négocier un contrat, juste avant une conversation un peu difficile avec quelqu'un, dit non, tu n'y arriveras pas, il faut que tu prennes un carreau de chocolat, ça va te redonner des forces. Eh bien, il n'y a pas qu'avec les chocolats que j'ai des craquages de ce style. Moi, quand je passe devant un théâtre et que je vois sur une affiche écrit « Ta la la la, Marie, tu peux y aller !» Et bien, évidemment, je rentre dans le théâtre et quand le spectacle me plaît, eh bien, c'est une jouissance qui m'envahit. Et je ne peux pas faire autrement que programmer 2 pièces de Guitry dans la même saison. Alors oui, des jaloux pourraient me dire « Oh, en théâtre, c'est pas programmer autre chose que du Pagnol ou du Guitry.
Guitry. D'abord, c'est pas vrai. Et puis, c'est surtout que, au début de la saison, vous aurez l'entrée, et ça fera même office de plat bien copieux. Et puis, pour finir, vous aurez le dessert, avec une comédie absolument géniale, qui a donc été écrite par un Sacha Danilo. Tiens. Et c'est l'histoire d'Alexandre. Alexandre, en russe, ça se dit Sacha. Et figurez-vous que c'est donc l'histoire de cet Alexandre à qui on offre une biographie. L'histoire de Sacha Guitry est évidemment, inévitablement, celle de son père, parce que c'était le rôle principal de toute sa vie. Lucien Guitry, comédien immense. Et puis, en lisant ce livre, ce garçon s'aperçoit qu'il y a, dis donc, une grande ressemblance entre son histoire à lui et son père, qui est un homme brillant, un homme très célèbre, et Sacha et son père. Alors, il dévore le livre, il adore, il prend dans tous les sens, il vit avec le livre, qui bien évidemment souffre de plus en plus, un petit peu comme quand on aime un livre, et apparaissent les personnages les plus importants de Sacha Guitry. Alors ici, vous avez Charlotte Lisès, mais bien évidemment, vous verrez aussi Sarah Bernard, et ça se mélange, c'est-à-dire qu'il y a la vie d'aujourd'hui, et puis le monde de Sacha Guitry qui est dans le bouquin. On rit du début à la fin, on sourit, c'est d'une tendresse. C'est vraiment l'amour filial dans tout ce qu'il y a de plus beau. Et le comédien qui joue Sacha Guitry, oh là. Les journalistes disent qu'il guitrise très bien. Et moi, franchement, ça m'électrise. Je ne pouvais pas faire autrement. Non seulement de lui offrir la scène du Théâtre des Muses, mais de vous présenter quelques images, s'il te plaît, Marc. Vous, qui êtes-vous? Sacha Guitry. Vous êtes prêt à partir dans mes aventures? Je le suis. Enfin, je vous le lis. C'est mon nom, Guitry. Ton nom à toi, c'est Sacha. Non, c'est Sacha Guitry, mon nom. Parce que je l'ai volé. Il était depuis c'est que c'est l'homme. C'est extrêmement agaçant. Oh, pardon, excusez-moi, je cherchais ma page. Ah, mais ça y est, c'est bon, hein. J'ai trouvé. Je vais écrire une pièce de théâtre. Ton père n'a jamais fait l'effort de s'intéresser à toi et tu penses qu'avec une pièce de théâtre, ça va changer? Vous avez eu comme père le grand Lucien Guitry. Vous aviez comme marraine Sarah Bernard. Vous êtes le prochain, hein? Ou le suivant. Pardon? Non, rien. Vous avez raison de faire de l'humour à un entretien d'embauche, c'est bien ça. Je demande savoir lequel entre mon père et le guériton me punit. Les deux. Se sont concertés et sont tombés d'accord. Allez, viens te coucher. Bon, désolé, messieurs. Le devoir conjugal. Ah, ouais. Aïe! Ah, il peut pas faire attention avec son marque-page. C'est vrai. Voilà, ce sera un magnifique moment, et puis ce sera l'avant-dernière pièce, parce que ça y est, nous arrivons au bout. Et je vais vous présenter, même si on aura bu du champagne et comment ça s'appelle, ce petit vin délicieux italien, là, le Rosero, quand on n'aura plus de sous, tous les soirs à la fin des spectacles, parce que oui, mesdames et messieurs les nouveaux, c'est la tradition, figurez-vous. Ici, en plus, après vous avoir montré les plus beaux spectacles, après avoir vu des bords de scène, on vous invite à boire un verre avec les artistes. C'est unique au monde, c'est juste en Principauté de Monaco, alors surtout une bonne bière, ou comment aborder sans concession les thèmes universels de la vie, la mort, la famille et la pratique du vélo en milieu rural. Alors après s'être perdu de vue, 3 frères et une sœur aux trajectoires et caractères très différents se retrouvent dans leur maison d'enfance pour organiser les obsèques de celui qui leur faisait office de père. Puisqu'ils n'ont pas vraiment de tristesse à partager, autant se réunir joyeusement autour de cette bonne bière, vous saisissez le jeu de mots, et se raconter leur vie avec la complicité et l'animosité propre aux fratries. Alors avant qu'on lance la vidéo, je vais vous rappeler, ici il y a des comédiens qui sont venus jouer et qu'on aime beaucoup. Alors tout d'abord, donc le texte est de Xavier Martel,
qui est déjà venu jouer ici dans Gagnant, Gagnant, la pièce de Gilles Dirac, qui nous avait aussi donné il y a quelques années La Touche Étoile. Et puis, il y aura donc Gilles Dirac lui-même en personne, hein, il est là en bleu, il est fantastique dans cette pièce. Et puis il y aura Marie Lecam, qui elle était venue avec Thomas Le Douarec jouer, comme c'est étrange, une pièce de Sacha Guitry. Voilà. Donc je vous laisse avec eux un moment, avec une petite vidéo. 6 heures de voiture, je suis vanné. C'est toujours pareil. Faut surtout pas parler sentiments parce que là, il n'y a plus personne. Je comprends que tu traverses une période difficile, on en a parlé pendant 6 heures. Mais là, j'ai juste besoin de me détendre un peu. Je tournais ce matin une pub pour des rasoirs. À propos de mauvaise mine. Ça va, toi? Nous voilà donc tous réunis. Oh, qu'est-ce que j'achète? On n'a qu'à faire des crêpes. Oh non. C'est un moment difficile. C'était quand la dernière fois? C'était pour le baptême des jumeaux. Oh, elle est incroyable cette famille. Il y a des cadavres dans tous les placards, sans compter la cave. Nous voilà donc tous réunis. Qu'aurait été bien, c'est le Capri. Puisque pour papa, c'est fini. Tu veux bien te hisser à la hauteur de l'événement, s'il te plaît? C'est un moment difficile. Il y a combien de temps? Ils vont avoir 7 ans, donc ça va faire 7 ans. Papa vient de mourir! Gildas est l'aîné! Il est donc le prochain sur la liste! Nous voilà donc tous réunis. 7 ans qu'on s'est pas vus tous ensemble. C'est cool, hein? Je plaisante, c'est pour détendre l'atmosphère, hein? Alors continue parce qu'apparemment ça marche super bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il n'y a pas que le Capri, c'est fini. Mais j'ai encore le mot de la fin à vous dire. Voilà, petite déclaration. Marie, tu peux me donner la lumière, s'il te plaît? Voilà. Je vais dédier cette saison, en fait, dans le programme, je l'ai dédié à Alain Delon. Mais quand même, je voulais vous raconter une petite histoire. Si nous sommes ici réunis, c'est grâce à mon arrière-grand-mère, Catherine. Catherine qui a fini par décider, son mari, Eugène, à acheter cette folie il y a 130 ans. Et puis, j'ai fini par naître. Et très vite, elle a décidé qu'elle m'appelait donc Sarah Bernard. Et Sarah Bernard, en fait, ce nom, je l'ai hérité parce que je jouais la comédie tout le temps. Je jouais la comédie parce que je ne voulais pas aller à l'école, parce que je ne voulais pas manger ma soupe, parce que je ne voulais surtout pas aller chez le dentiste, parce qu'il y avait plein de choses que je ne voulais pas faire. Alors, je jouais la maladie, je jouais les larmes, je jouais les crises de nerfs, les crises d'épilepsie, enfin, toutes sortes de choses. Et donc, elle m'a appelée Sarah Bernard. Sauf que quand elle me disait « Sarah, arrête !» et que toute la famille l'a repris, eh bien, ça voulait dire que j'avais mal joué. J'avais mal joué puisque j'étais justement découverte en train de mal jouer. On ne me croyait pas. Et cette Sarah Bernard, elle m'a donc énervée, vraiment. Je ne l'aimais pas. Et puis, quand j'ai grandi, eh bien, j'ai commencé à faire des bêtises pour faire rire mes copains, mes amis, mes fiancés. Je trouvais que la vie était tellement plus passionnante. Bah oui, parce que le train-train quotidien, tous les jours, comme ça. Alors ça amusait beaucoup mes copains, beaucoup moins mes professeurs, et les proviseurs encore moins, puisqu'ils n'avaient même pas eu le bonheur du spectacle en classe. Les événements leur étaient rapportés froidement et bêtement, sans charme. Et puis, est arrivé le moment où je me suis dit « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie finalement? Parce que faire rire les copains, c'est pas tout. » Et j'ai lu l'histoire de Sarah Bernard, l'histoire de ma vie. Et en découvrant cette femme, son tempérament extraordinaire, son originalité et sa manière d'embellir la vie au quotidien, je me suis dit « Mais c'est moi! Mais c'est moi, mais je suis comme elle! Mais je la comprends tellement !» Et j'ai compris pourquoi on m'avait appelée Sarah Bernard. Et Sarah Bernard, figurez-vous qu'elle a fait toute sa carrière et toute sa vie avec une phrase. Eh bien, je le ferai quand même. C'est-à-dire qu'on lui disait, mais madame, vous ne pouvez pas faire ça, c'est absolument impossible. Et elle disait, ah bon, donner 40 spectacles dans un aussi grand petit théâtre, avec autant de comédiens, même parfois 9, pour que vive la beauté de la langue française, pour que l'amour, l'amitié puissent passer de l'un à l'autre, que les enfants puissent grandir dans un théâtre, éloignés des téléphones portables. C'est impossible d'avoir un petit théâtre privé comme ça. Eh bien, elle aurait dit, et je le dis pour elle,
alors je le ferai quand même. Merci.